Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Chauffard et on a la chance d'avoir avec nous le Rav Raphaël Gottferstein qui en général est en France mais cette fois-ci il est en Israël et alors j'ai la chance de le connaître plutôt avec ses activités à La Relève qui est un des organismes les plus importants aujourd'hui pour la jeunesse en France et on en parlera peut-être une autre fois mais là on va en parler plutôt d'une autre casquette que tu as, qui est autour du monde de l'éducation, et en particulier le monde de l'éducation à travers la manière de faire du Rav Yaakovson, qui est extrêmement connu aujourd'hui en Israël. Et aujourd'hui, on va essayer de donner 5, peut-être 6 points principaux de cette vision-là. Alors évidemment, on ne va pas pouvoir faire le tour, etc. Mais pour avoir quelques outils à partir de cette vision-là, bienvenue. Merci beaucoup Gabriel, quel plaisir et quel honneur d'être invité à Chauffard pour échanger avec toi. Super, regarde, peut-être donne-nous quelques minutes un petit peu sur à la fois ton parcours et le rapport que tu as à cette chita-là, à cette manière de faire du Rav Yaakovson, et en quoi tu penses qu'elle est particulière avant qu'on commence les différents points. Alors, quand j'habitais en Israël, j'étais déjà un grand fan de Rav Yaakovson à travers les cassettes, comme les gens les connaissaient au début, les cassettes audio de ses cours, et j'ai été tellement happé par cette vision de l'éducation et de la Torah aussi qu'il enseigne, que j'ai absolument voulu le rencontrer, et ça n'a pas été évident parce qu'il est quasi inaccessible, ce Rav. Et après un grand Mahamat, beaucoup d'efforts, j'ai réussi à être en contact avec lui, non seulement en contact, mais en contact très proche, puisque j'ai eu une formation privée avec lui. Et j'ai suivi aussi 2 ans de formation dans une yeshiva à Yad Binyamin de Yoetz Torani, ça s'appelle, et toute une partie en privé avec lui. Donc j'étais vraiment très 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 proche de Rav Yaakovson, et vraiment il a vraiment changé ma vision de l'éducation, ma vision de la vie même, je peux dire. Je l'appelle mon maître, quoi. Alors nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de brasser 5-6 points principaux de cette conception-là. Le but étant à la fois de montrer que ça vient d'une vision juive de l'éducation, et à la fois que ça peut nous donner des outils concrets pour nos vies et pour notre manière de faire grandir nos enfants. C'est parti. La parole est à toi. Avec plaisir. Alors déjà, je pense qu'il faut introduire par ce que c'est l'éducation. Le chinuch en hébreu, à quoi ça correspond en fait cette idée d'éducation, parce que c'est un peu un sac dans lequel on met un peu tout, et les gens ont l'impression que tout ce qui est en rapport avec les enfants, ça s'appelle l'éducation. Alors Rav Yaakovson vient nous rappeler que l'éducation, c'est quelque chose de particulier. Et il a un cours là-dessus qui est celui qui m'a, moi, on va dire, le plus perturbé dans ma vision de l'éducation. Parce que j'étais déjà éducateur avant de suivre les cours avec lui. J'ai fait en France beaucoup de colos, formateurs au BAFA, etc. Et disons que ça m'a vraiment transformé. Il explique la différence, en fait, en hébreu, on dit la hafala et le chinuch. La hafala, alors, il n'y a pas vraiment de traduction en français. Hafala, ça veut dire les hafil, c'est faire quelque chose. Donc il faut, lorsqu'on parle d'éducation, faire la distinction entre tout ce qu'on fait vis-à-vis des enfants pour les amener à avoir une action immédiate, et qu'est-ce qu'on fait pour qu'un comportement puisse être intégré par l'enfant pour se traduire en valeur ou en action lorsqu'il sera adulte. Ça, c'est l'éducation. Lorsque ce comportement-là pourra être acquis comme valeur ou comme comportement d'adulte, c'est ce qu'on va rentrer dans la case éducation, ce qu'on fait avec les enfants d'éducatif. Mais tout ce qu'on fait pour le quotidien, le yom-yom, comme on dit en hébreu, le journalier, pour amener l'enfant à faire une action ici et maintenant, ça rentre pas dans la catégorie d'éducation, ça rentre dans la catégorie de ce qu'on appelle la hafala, lui faire quelque chose. Et c'est très important de faire le distinguo entre les deux choses, parce que il faut comprendre que tout ce qu'on fait pour un enfant, vis-à-vis d'un enfant, pour qu'il fasse quelque chose ici et maintenant, en fait, ça, c'est masique, ça détériore le long terme. Et donc, c'est très important de pouvoir faire la différence.
attention, ne pas comprendre que, étant donné que ça détériore le long terme, il ne faut pas le faire. C'est absolument nécessaire de passer par là. Mais il faut savoir que si on passe par là, mais qu'on reste là, eh ben on a détérioré. Et donc, il y a trois moyens de Hafala, 3 moyens d'amener un enfant à faire quelque chose, avec 2 extrêmes et une qui est la plus saine. Les 2 extrêmes, c'est d'amener un enfant à faire quelque chose par les récompenses. Donc ça, c'est le système de la carotte. Ouais. Voilà, tu fais bien tes devoirs, tu auras le dessert, double dessert même, pourquoi pas, ou de l'argent de poche en plus. Chacun ses manières. Enfin, une récompense. Alors, attention, rentre dans la catégorie récompense matérielle, c'est-à-dire quelque chose en plus de matériel, pas quand on donne un mot d'encouragement. Ça ne s'appelle pas une récompense. Ça ne va pas rentrer dans la catégorie des récompenses. J'expliquerai plus tard pourquoi. Donc, une récompense matérielle, un bonbon, une pièce, peu importe. Ça, c'est un moyen d'amener l'enfant à faire quelque chose, donc la carotte, quoi. L'autre extrême, de l'autre côté, ça va être la punition, évidemment. Et là, rentre dans la catégorie de punition tout ce qui donne un sentiment négatif à l'enfant. Je ne parle même pas des punitions physiques qui sont à proscrire, évidemment, mais même les yeux gros yeux comme ça, comme on voit dans Le Bouillon, dans Le Petit Nicolas, c'était la référence. T'as pas la référence du surveillant. Le Petit Nicolas, oui, mais le surveillant dans Le Petit Nicolas, il s'appelait Monsieur Le Bouillon, parce que ses yeux, il faisait des yeux gros, on voyait du bouillon. Et donc, ça rentre dans la catégorie des punitions. Donc ça, c'est les 2 extrêmes pour amener l'enfant à faire quelque chose tout de suite. Et on va dire ce qui détériore le moins sur le long terme, ça va être la mishmat, saine et claire. Mishmat, ça veut dire la discipline, donc une discipline claire et saine, sans récompense. Et je ne sais pas si les gens pensent que ça existe encore ça, que tu donnes un ordre à l'enfant et il le respecte, c'est incroyable, sans qu'il y ait de punition à la clé ou de récompense. Ah, pourquoi il le fait ? Parce que je lui ai donné l'ordre, tout simplement. On parlera de la mishmat, de la discipline, comment on y arrive. Mais voilà, ça, ce sont les 3, on va dire, les 3 faces d'une seule pièce, les moyens à amener l'enfant à faire quelque chose. Donc, ces 3-là, et on n'est pas du tout rentré dans le chinour. On n'est même pas rentré dans le chinour. Et ces 3-là, elles détériorent le long terme. Et donc, lorsque j'ai amené l'enfant, par exemple, à faire ses devoirs parce qu'il aura du dessert, et ben, il y a un lien qui se crée chez l'enfant, et ça sera vrai pour les 3 moyens d'amener, il y a un lien qui se crée entre la récompense et l'action qu'il a faite, donc faire ses devoirs, et donc pour lui ça devient comme un salaire, et donc il ne devient pas indépendant, et dans, on va dire, 15 ans, lorsqu'il devra faire quelque chose parce qu'il doit le faire, il va se demander combien ça me rapporte, et donc il le fera pas parce qu'il doit le faire, et donc on n'a pas réussi à l'éduquer sur le long terme. On l'a éduqué en fait à ce qu'une pièce vaut tant, mais on l'a pas. Donc en fait sur le long terme on a endommagé son éducation. Et ça sera vrai pour les punitions évidemment, et même pour la discipline. La discipline va endommager le moins, mais va aussi endommager le long terme. Maintenant, alors à quoi ça va ressembler justement alors le côté éducation et chinour? Comment on fait? Tu poses la bonne question. Alors, comment on fait pour que l'enfant acquiert un comportement sur le long terme? Il y a un seul mot, c'est un mot en hébreu, pour ça, c'est le hidoud, c'est l'encouragement. C'est-à-dire que si, une fois que tu as fait ton action de Hafala, on va dire, tu as amené un enfant à réviser ses maths en lui promettant de la glace au dessert. Ok. Donc, il l'a fait. Tu es resté à ce niveau-là, tu as endommager l'éducation, le long terme de l'enfant, parce qu'il va penser qu'on doit réviser des maths que pour la récompense. Ok. Si par contre, quand il est revenu avec la bonne note, tu l'as félicité, tu as appelé la grand-mère devant lui en disant tu sais pas quelle note il a eu, tu en as fait un post sur Facebook, mon fils il a eu tant, etc. et tu lui montres à quel point tu es fier de lui, et que du coup, lui profite aussi de ce kiff-là, il ressent ça, l'encouragement. Et bien, à ce moment-là, pourquoi il le fera la prochaine fois? Pas pour le bonbon. Peut-être qu'il aura besoin aussi du bonbon pour le motiver à faire. Mais tu as réussi à ancrer ça sur le long terme parce que c'est sur un long terme qu'il a commencé à kiffer ce comportement. J'ai travaillé, ça m'a valu une bonne note. Ça procure un kiff. Ce kiff-là, s'il est mis en avant par l'éducateur, le papa ou le prof, ça marche. S'il est mis en avant, eh ben cet enfant va vouloir ressentir ça encore une autre fois, et même après en tant qu'adulte.
Ok, d'accord. Donc tu dis la clé pour la dimension qui est la dimension de long terme, c'est l'encouragement. C'est l'encouragement. Mais pareil, si tu as utilisé comme afala une punition, ça n'aura aucune importance. C'est-à-dire que si tu lui promets la tréha psychologique, je veux dire, pas physique, Dieu préserve, à un enfant s'il révise pas ses maths et qu'à la fin, il a eu une bonne note parce qu'il a révisé, mais parce qu'il avait peur de toi. Ouais. Mais si tu es resté là sur la peur, ben, tu as endommagé le long terme. Si après tu lui félicites et tu lui fais ressentir le kiff que c'est d'avoir eu une bonne note, là tu as tout gagné. Donc tu as détruit un peu pour construire beaucoup. C'est intéressant parce que un des grands décalages de ceux qui ont grandi en France et qui ont maintenant leurs enfants dans le système israélien, en tout cas la plupart des gens que je connais et qu'on fréquente, c'est à quel point en France la dimension d'encouragement, de mots positifs pour les enfants, etc. était relativement absente dans le système scolaire français qu'on connaissait, quoi. Et alors qu'en Israël, c'est incroyable, les profs, les pauvres, je ne sais pas combien de temps ils ont, mais ils te font un poème pour chaque enfant, chaque fois. C'est merveilleux, on a génial. Tous les jours un petit message. Je vais te dire même pire, je ne connais pas bien le système éducatif en Israël, même pas du tout, mais je vais te dire même pire. En France, dans le système éducatif des écoles, il y a même une mise en concurrence des enfants qui est, je pense, à l'opposé de ce qu'un éducateur pourrait vouloir pour les enfants. Et qui a la meilleure note, qui a la moins bonne note. Dans le relevé des enfants, tu as la meilleure note de la classe. Et tu vois la moins bonne note. Donc si ton fils, t'imagines, l'enfant qui voit ça, ça c'est une catastrophe. Les comparaisons, un truc, mais bon, on va pas refaire le système éducatif, malheureusement. Ça prendrait du temps. Ok, super. Donc là, on a compris la distinction entre Afala et Chinour, et le fait que Afala, donc c'est-à-dire essayer de produire un comportement court terme, c'est nécessaire, et on a ces trois outils-là dont tu as parlé. Mais on ne peut pas se tromper sur le fait que ce n'est pas suffisant et qu'on a besoin d'avoir aussi une réflexion sur comment on fait pour incarner des choses sur le long terme. Et sur ça, la clé, c'est les encouragements. Ok, super. On a une clé, on a chopé quelque chose. On passe à l'étape d'après ? Ça marche. Yalla. C'est quoi l'étape d'après ? Alors, l'étape d'après, je ne sais pas sur laquelle on va avoir le temps de se concentrer. On va partir peut-être sur la mishmat parce que quand on parle d'éducation, en fait, le point essentiel. En fait, quand des parents viennent écouter une conférence sur l'éducation, j'ai donné beaucoup de conférences sur l'éducation, et je sais que la motivation première des parents, c'est de trouver une solution aux problèmes techniques de la maison. Est-ce qu'ils vont se brosser les dents ? Est-ce qu'ils vont ranger leur cartable quand ils rentrent ? Ils ne vont pas jeter le manteau par terre et finir le bol entièrement de céréales. On connaît. Voilà. Et c'est souvent ça les attentes des parents. Donc on est obligé d'aborder le sujet. Mais attention, je vais l'aborder avec un grand panneau triangulaire français de danger. Il faut être bien conscient que si vous écoutez ce podcast, en essayant de trouver une solution à un problème technique à la maison, vous pouvez tout de suite l'éteindre parce que vous n'allez pas entendre ce qu'on dit. Vous allez essayer à chaque fois de trouver une solution à votre problème. Donc essayez de déconnecter des problèmes de la maison avant d'entendre qu'est-ce qui peut être dit sur la mishmat et sur la discipline. Et à part ça, le deuxième point très important à aborder à propos de la discipline dans une maison, c'est que... excusez-moi. Le deuxième point donc, à bien aborder à propos de la discipline, c'est de bien intégrer que le but de la discipline est un but éducatif sur le long terme. Et le côté technique d'arriver grâce à la mishmat à des fins de gestion technique de la colo, comme tu m'as dit tout à l'heure, de la maison, comme des fois c'est des colos quand on a beaucoup d'enfants. Ça, c'est un point, on va dire, secondaire. Et c'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile pour les gens, parce que en fait, on a besoin d'une maison rangée, on a besoin d'enfants calmes qui ne crient pas dans tous les sens, sinon on devient fou. Mais en fait... La discipline, c'est un outil qu'on est obligé d'inculquer aux enfants pour qu'ils puissent avoir une vie heureuse en tant qu'adultes. Parce qu'il y a un lien profond, hadouk, total, entre discipline en tant qu'enfant et confiance en soi en tant qu'adulte. C'est-à-dire qu'il n'existe pas un adulte qui a une vraie confiance en lui s'il n'a pas vécu, s'il n'a pas grandi avec la discipline. Sauf s'il l'a acquise de lui-même. Mais nous, en tant qu'éducateurs, si on ne lui a pas donné la discipline, les limites, quand il était enfant, eh ben, on ne lui a donné aucun outil à avoir confiance en lui. Tu peux expliquer le lien entre ces deux choses ? Je vais essayer. En fait,
l'enfant, il se voit à travers ses parents au départ, sans rentrer dans la psychologie de l'enfant. Évidemment que sa projection, c'est son papa. Si son papa est faible, je mets entre guillemets, à ses yeux, parce que ses décisions à son père ne sont pas des décisions, c'est toujours des non-mais ou des oui-mais, parce qu'il t'a donné un ordre, et tu sais que cet ordre, bon, une fois, il y a un enfant qui a défini son père comme il a dit c'est du jelly. Du jelly, tu sais, c'est la gelée. C'est quoi de la gelée? Comment on peut avoir une agdara, une définition d'un papa comme de la gelée? Il dit parce que tu le vois, il est tout... À peine tu le touches, il commence à bouger dans tous les sens. Ça veut dire qu'il n'a pas... Quand il te donne un ordre, en fait, il ne te donne pas un ordre. Et donc, toi, tu as l'impression que c'est toi qui le gères et pas lui qui te gère. Et donc, il y a tout qui devient angoissant. L'enfant, il a besoin, pour sa confiance en lui, d'avoir un lieu, entre guillemets, sûr de quelque chose qui est clair. Faut qu'il y ait de la solidité, quoi. Voilà. C'est-à-dire que quelqu'un, il peut avoir, nous, un papa en chaise roulante, mais quand il dit quelque chose, c'est quelque chose de clair, il se sent beaucoup plus rassuré, donc il grandit avec de la confiance en lui, beaucoup plus que quelqu'un qui aura un papa qui est champion du monde de MMA, là, ou de je sais pas quoi, mais qui face à son fils, quand il pleure devant la caisse parce qu'il veut le chocolat et que son père, il lui a dit non, et après il lui a dit non, et après il s'est roulé par terre, il dit bon allez d'accord, prends, et que l'enfant, il sent que c'est lui qui gère le père et pas le père qui gère, et ben il grandira, celui-là, avec beaucoup moins confiance en lui, beaucoup moins d'endroits sûrs dans sa vie pour ses angoisses, pour le protéger, parce que par exemple la nuit, il va rêver quelque chose qui lui fait peur, chez qui il va, c'est celui des parents chez qui il est le plus rassuré. C'est qui celui qui est le plus rassurant? C'est celui qui, quand il lui dit quelque chose, ben c'est ça, c'est vrai, c'est ça, c'est clair. Il y a beaucoup de gens qui perdent en discipline vis-à-vis de leur enfant aux caisses du supermarché. Pourquoi aux caisses du supermarché? Parce que les supermarchés, ils sont pas débiles. Ils ont mis là-bas toutes les friandises. Bah oui, pourquoi? Parce que c'est là-bas que t'attends avec ton gosse. Donc, deux solutions pour ça. Soit tu fais pas les courses avec ton gosse, soit l'image que tu renvoies à la société, tu dois t'en ficher. Parce qu'une fois qu'il se roule par terre, enfin, tu peux lui dire oui, dis-lui oui avec plaisir. Mais si t'as dit non, ça doit être vraiment non. Et s'il se roule par terre, c'est pas grave. Et si tout le monde te regarde, ben c'est pas grave, parce que l'éducation de ton enfant, c'est beaucoup plus important que l'image que tu renvoies à la société. Alors moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Je conseille pas de faire les courses avec les enfants, mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de partir avec un enfant sur l'épaule, en train de hurler comme ça, mais avec le sourire. Je lui ai dit non, donc je sais que pour son bien à lui, peut-être que j'aurais pas dû dire non, c'est pas ça le débat. Mais l'enfant, pour qu'il grandisse avec la discipline, il doit comprendre la langue. Non, c'est pas non, t'as pas assez pleuré. Parce que si c'est non, t'as pas assez pleuré, il a pleuré 10 minutes, et au bout de 10 minutes, t'as craqué parce que t'en peux plus. C'est humain. Bah lui, il a mis dans sa tête le curseur à 10 minutes. Mais à 10 minutes, la fois d'après, t'as pas encore craqué. Il comprend pas. C'est toi qui n'es pas abécédaire. D'habitude, je pleure 10 minutes, tu me donnes. Et là, je suis déjà à 15 minutes de pleurs, et là, tu tiens bon. C'est pas normal. Donc, en fait, à ses yeux à lui, c'est toi qui n'es pas abécédaire. T'as dit non. Mais moi, je sais ce que ça veut dire non. Non, ça veut dire non, pleure 10 minutes. Et là, c'est non, pleure 15 minutes. Oh, exam, t'as exagéré là, papa. Donc, en fait, la discipline, on va dire presque le synonyme de la discipline, c'est la cohérence dans les ordres. C'est pas combien tu donnes d'ordres. Les gens, ils ont l'impression que pour avoir de la discipline à la maison, il faut interdire beaucoup de choses. Pas du tout. Pour avoir de la discipline à la maison, il faut interdire moins de choses. Pourquoi? Parce que moins tu interdis, plus tu peux t'y tenir. Quand tu interdis. Pour résumer ce point, en fait, toi, tu parles beaucoup de la dimension en fait, de solidité, de constance, du fait que les enfants soient capables de savoir qu'il y a des choses qui sont solides, fixes, et ça donne une espèce ça rassure d'une certaine manière. Je pense que la plupart d'entre nous, là où on a du mal, c'est à quel point tu exiges en fait de ta maison et de tes enfants d'être pour prendre un exemple d'une famille normale, est-ce que par exemple tu veux que le salon soit toujours relativement rangé, etc. Ou est-ce que tu dis non, écoute, c'est normal pour dans une vie de famille que... Évidemment qu'il n'y a pas de règle là-dessus, chaque famille va être différente. Mais en fait, toi, tu dois définir tes règles en fonction de combien tu arrives à la force à faire obéir. Parce que si tu imposes chez toi qu'on ne laisse pas traîner les chaussures dans le salon, mais que tu n'arrives pas à l'imposer, parce que tu n'as pas le temps, on va dire, d'occuper de ça, alors vaut mieux
pas l'interdire et que ce soit autorisé, pas que l'enfant transgresse. En fait, l'idée, elle n'est pas dans quelles règles et le nombre de règles, mais que les règles, elles soient acquises. Et elles soient, il y a règle, va y avoir, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est comme ça et que ça ne bougera pas. Et même si tu te rends compte que tu es trompé dans la règle, il vaut mieux la faire obéir. À la fin, tu peux même t'excuser à l'enfant. Peut-être que j'aurais pas dû interdire. Mais une fois que c'est interdit, c'est interdit. Et moi, mes enfants, par exemple, ils savent ça. Une fois que j'ai interdit un truc, ils commencent pas à me monter sur la tête pendant 2 heures parce que ça arrive pas qu'une fois que je me rétracte. Ça arrive que longtemps après, je leur dis, je me suis trompé, j'aurais pas dû t'interdire. Mais une fois que c'est interdit, je haine, Mila et Mila. Ok, super. On a un deuxième point qui est le point de la discipline. Alors, on n'a pas fini. Viens, je te rajoute quand même un petit point sur la Mishmaat, si ça te dérange pas, qui est à mon sens important. C'est parce que dans la Mishmaat, il faut bien répondre à cette problématique qui est dans l'air du temps. Et ça, c'est sûr que tu l'as déjà entendu, qu'il faut que les enfants ils comprennent les choses pour pouvoir les acquérir et les accepter. Pourquoi il ne faut pas laisser traîner les chaussures dans le salon parce qu'il faut avoir une maison rangée. Et que commence à expliquer aux enfants tous les ordres. Je pense que c'est le truc qui détériore le plus la mishmat dans l'éducation des enfants, la discipline dans l'éducation des enfants, c'est de commencer à expliquer aux enfants pourquoi on donne les ordres. Et ça, je pense qu'il faut qu'on prenne un petit moment là-dessus parce que lorsque tu donnes un ordre et ça, c'est partout, on entend ça maintenant, qu'il faut expliquer aux enfants. Je ne dis pas qu'il ne faut pas expliquer, il faut aller au bout du raisonnement. Lorsque tu donnes un ordre à un enfant et que tu lui dis, on va reprendre l'exemple tout à l'heure du gosse qui monte sur la table. Tu montes, pourquoi tu dois pas... non, c'est interdit de monter sur la table. Ah, pourquoi? Parce que sur la table, c'est haut, c'est dangereux, tu peux tomber et te faire mal. Quand tu donnes cette explication à un enfant qui est moi, vrai, je suis capable de moi, je vais faire attention. Je vais mettre un matelas par terre et je vais faire attention. Il va te trouver. Pourquoi? Parce que quand tu as associé l'ordre et l'explication de l'ordre, alors tu donnes à penser à l'enfant que c'est que à cause de ça et que c'est aussi, si tu comprends ça, qu'il faut respecter ça. Et donc, il n'a pas envie de comprendre. Même quelque chose que tu vas lui donner très, très clair. Là, on va prendre un exemple que tout le monde va faire. Il va courir sur la rue. Il veut courir sur la rue quand c'est rouge. Tu vas pas commencer à faire un pile-poule, une discussion avec lui. Tu sais, il y a des voitures, ça vont vite, c'est dangereux. Non, tu l'attrapes et c'est interdit, c'est tout. Il n'y a pas d'explication. Je m'en fiche que tu comprennes ou pas. Tu vas pas sur la route. Ok. Là, on le comprend bien parce que c'est un vrai danger. Là, l'explication, il l'acquiert. Je dis pas qu'il faut pas expliquer aux enfants, mais pas au moment de l'ordre. Il faut expliquer une fois que l'ordre, il est acquis. Une fois que l'ordre, il est acquis, vient le moment de l'explication. Ne laisse surtout pas dans la frustration qu'il n'y a pas de raison et qu'on fait quelque chose pour rien. Non, on fait pas pour rien, mais je vais pas t'expliquer maintenant. D'abord, tu respectes. Une fois que tu respectes, je t'explique avec plaisir. J'entends, parce que c'est vrai qu'intuitivement, comme on a envie on a envie d'être logique pour les enfants. C'est pas uniquement logique, c'est aussi parce qu'au final, la plupart des ordres émanent de certaines valeurs et tu veux éduquer à ces valeurs-là. Tu veux éduquer par exemple au fait qu'il y a un certain effort. Et donc voilà, je te demande maintenant de faire des choses qui demandent de l'effort, etc. Et donc oui, tu vas vouloir être dans la parole explicative parce que tu as l'impression qu'à ce moment-là, tu éduques. Toi, tu dis non, il faut d'abord qu'il y ait une dimension d'ordre et de quelque chose de solide, et l'éducation passera à un autre moment. Ok, j'entends. C'est une fissatraim, en fait. C'est une, comment on dit en français, fissatraim, c'est une... C'est toi qui peux le dire en français. C'est une vision de la vie. C'est une vision de la vie, en fait, d'apprendre, et c'est important pour lui en tant qu'adulte, d'apprendre à se soumettre à un ordre qui n'est pas forcément un ordre que je comprends, mais je comprends qu'il faut faire confiance à ceux qui savent. C'est-à-dire que lorsque le médecin il va me dire « prends ces médicaments ça va te soulager là où tu as mal ». Non, j'ai envie de comprendre pourquoi cette molécule qui va là. Non, le médecin, il a fait 13 ans d'études, je ne sais pas. C'est ça la discipline. C'est pas sinon, c'est-à-dire c'est sans menace. C'est pas sinon tu auras ça. Tu respectes parce que tu respectes l'autorité. C'est à ça qu'il faut arriver. Pour arriver à ça, c'est tout ce qu'on a dit. C'est cette cohérence, c'est apprendre la langue, non c'est non, etc. Voilà. Ok, super. Donc on a notre deuxième clé qui est en rapport avec la discipline, Mishmat en hébreu. Donc là on passe au troisième point que tu as appelé Ana Ruchanit. Qu'on va traduire le kiff non matériel. Plaisir non matériel. Ok, super. Ruchanit, je traduis exprès pas par spirituel, parce que je veux pas que c'est pas lié à la religion. Ça n'a rien à voir. Est-ce que tu es religieux, pas religieux, juif ou non juif, ça n'a rien à voir. C'est une prise de conscience que dans l'univers, dans le monde, dans notre vie terrestre, il y a un kiff
qui risque de nous échapper parce qu'on ne se rend pas compte qu'il est là, qui s'appelle la Hana Rouhani, qui s'appelle le kiff non matériel. Je vais te donner un petit exemple. Je sais pas, t'es dans le grenier de ta grand-mère et t'as trouvé une lampe à huile, tu l'as frottée, qu'est-ce qui sort? Un génie. Un génie. Qu'est-ce qu'il te dit, ce génie? Au lieu de te dire t'as 3 vœux, il te dit, écoute, je vais te décupler un de tes sens. Ok. Et alors, chacun, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, mais prépare-toi à cette question si ça t'arrive. Si tu développes, par exemple, le sens du goût, eh ben, tu vas devenir, je sais pas si tu connais Ratatouille, le Rémi dans Ratatouille, tu vas sentir chaque nuance dans les goûts, tu vas kiffer quand tu vas manger un plat de... Voilà. Mais une fois que tu seras plein, imagine-toi 5 minutes avant l'entrée de Yom Kippour, où tu as rentré dans l'estomac tout ce qui peut rentrer, tu as enfoncé tout ce qui pouvait, en espérant que ça se passera mieux que les années précédentes. Et que là, on te dit, tiens, mange ça. T'as même... Rien que d'imaginer, t'as pas envie. Pourquoi? Parce que c'est plein. Et donc, il y a une dimension dans tout ce qui est matériel qu'on peut toucher. Je parle pas de Torah. Matériel, dans ce monde-ci, qu'on peut toucher, plus c'est matériel, plus c'est éphémère et c'est limité. C'est-à-dire que un kiff ne provient que, en fait, du remplissage d'un manque. Donc là, j'ai pas de manque, je peux pas kiffer. Je peux pas kiffer mon hamburger si j'ai pas au moins un peu faim. Donc je suis obligé d'attendre. C'est relou. Des fois, on a envie de pouvoir continuer à manger à plus de place. Parce que t'étais déjà en ce moment dans les buffets en France. Avant les mariages. Avant de manger, ils te servent à manger. Et c'est devenu une surenchère. T'as envie de tout manger. T'es en angoisse parce que tu peux pas tout manger. Ça fait 3 jours que t'as pas mangé pour te préparer. Mais une fois que t'es plein, t'es plein. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc t'es obligé d'attendre. Mais si tu demandes au génie de te développer l'ouïe, il n'y a pas de trop-plein, il n'y a pas de matériel, donc il n'y a pas de trop-plein. Tu écoutes une musique, tu kiffes. Et tu peux kiffer encore. Et même quand tu éteins la musique, elle est encore dans ta tête parce que c'est pas matériel. Et donc, il y a une proportion à un kiff qui est non matériel qu'il faut se rendre compte qu'il existe. Et qu'il faut, dans l'éducation des enfants, faire prendre conscience à l'enfant qu'il existe ce kiff-là. Pourquoi c'est difficile? Et tu dirais ça déjà tôt au niveau de l'âge? Déjà tôt, arriver à les sensibiliser au fait qu'il y a quelque chose qui est un plaisir non matériel? Il faut, je pense, ça veut dire, je sais pas ce que tu appelles tôt, c'est pas un truc que tu vas lui apprendre dans le berceau. Mais dès qu'il commence à avoir une certaine... Dès que tu sens une itlaavout, un émerveillement sur quelque chose, alors je pense que tu peux jouer là-dessus. C'est-à-dire en général, ils le ressentent, mais tout le monde le ressent. Il faut que tu mettes l'accent dessus. Voilà. Même un adulte le ressent. Mais pourquoi le monde il a l'air de ce qu'il a l'air? Il a l'air de ce qu'il a l'air parce que... Pourquoi les gens courent après les kiffs matériels? Parce qu'ils n'ont pas pris conscience qu'existe un kiff non matériel. Je vais expliquer un petit peu plus en détail. C'est-à-dire que des exemples de kiff non matériel. Je sais pas, tu t'es donné un objectif de réussir telle chose en sport, pareil, et tu as atteint ton objectif. Et là, tu as un profond kiff. Sauf que ce profond kiff, tu as du mal à mettre des mots dessus parce qu'il n'arrive pas en même temps que l'action qu'il a procurée, ce kiff. Tu as aidé un copain à déménager il y a 2 semaines. Il t'appelle, il te remercie. Ah, ça fait plaisir. Tu as un kiff d'avoir fait quelque chose d'important dans ta vie. Pas l'aider à déménager, tu as fait quelque chose d'important. Dans le kiff matériel, l'action et le kiff que procure l'action, c'est immédiat. Et donc, le lien, il se crée naturellement. Donc, naturellement, n'importe quel humain, il sait que quand je mange un hamburger, si j'aime le hamburger ou un sushi, ça me procure un kiff. Dans le kiff charnel, c'est aussi immédiat, très très fort et éphémère. Et ce kiff non matériel qui existe, qui est le kiff celui qui vaut le plus le coup, sur lequel il vaut le mieux s'investir, puisqu'il se prolonge sur le long terme, il dure longtemps, etc. Il n'arrive pas en même temps que l'action qui me le procure. Donc, naturellement, j'ai du mal à les lier. Donc, il faut que le faire chez les enfants, leur faire prendre conscience d'où provient ce kiff. D'où provient le kiff que tu as eu 20 en maths, que c'est un kiff que tout le monde, et que tu appelles la grand-mère, et que tu dis, mon fils a eu 20 en maths, et que lui, il voit sur ses yeux que tu as pris le temps d'appeler ta mère pour lui raconter que ton fils... Ce kiff-là dans ses yeux, d'où il vient? En fait, il vient de 2 jours, il a bossé comme un malade dans sa chambre, là, il y a 2 semaines. Mais ça vient pas en même temps. Donc,
il a du mal à faire le lien. Donc, il faut lui dire, tu sais, c'est quoi ce kiff-là que tu ressens? En fait, ça vient des deux jours que tu as travaillé dans ta chambre enfermée. Ouais, en fait, il faut valoriser à la fois le plaisir en question et à la fois valoriser l'effort qu'a fourni. Okay. Exactement. Et il faut créer ce lien-là qui n'est pas naturel, qui est naturel dans le kiff matériel, mais qui n'est pas naturel dans le kiff qui est non matériel. Une histoire que je raconte souvent à mes élèves, sans rentrer dans les détails de ma vie de quand j'étais à la yeshiva ici, mais quand j'ai fait cette formation avec Rav Yakovson et qu'il nous a parlé de ça, c'est à ce moment-là j'ai pris conscience d'un kiff que j'avais eu 6 ans auparavant. Tu te rends compte? J'avais pas pris conscience. Bon, sans rentrer dans les détails d'une tzedaka que j'ai fait à un monsieur et des yeux de reconnaissance de ce monsieur qui était dans une indigence totale. Et moi, je raconte ça en long, en large, de travers parce que j'avais pas beaucoup de moyens à ce moment-là. J'avais donné tout ce que j'avais parce que je l'avais vu dans une vraiment... Ces yeux-là de remerciement, il m'a pas dit un mot. Avec ses yeux, il m'a remercié. C'est presque, j'en ai les larmes aux yeux quand je repense à ça. Ce kiff de cet investissement, de tout l'argent que j'avais à l'époque, j'avais donné tout l'argent que j'avais tellement ça m'avait fait du mal de le voir comme ça. Et même quand je reparle, ça me fait monter l'émotion. Cet investissement que j'ai eu pour ce monsieur, il y a maintenant 20 ans, il me procure encore maintenant un kiff. Et j'ai pris conscience de ce kiff-là que 6 ans après l'avoir ressenti, parce que Rav Yakovson m'a appris à analyser les kiffs que j'ai et à analyser les kiffs non matériels. Et une fois que tu fais cette analyse, tu sais que tu dois investir l'enfant à ce plaisir-là, même pour l'amener à avoir des valeurs. C'est-à-dire qu'il raconte une histoire très longue sur je vais te la faire en résumé, mais une petite fille... Juste peut-être avant l'histoire, c'est juste d'essayer de comprendre justement l'apport de cette prise de conscience-là, justement au niveau éducatif. En fait, si maintenant j'arrive à rendre sensible l'enfant sur le fait qu'il y a des plaisirs non sensoriels, en fait, je lui ouvre un monde. En fait, je lui ouvre un monde qui est en général un monde qui est en rapport avec des dimensions intérieures de l'être, avec un monde de valeurs, le fait voilà, d'être sensible à la reconnaissance de quelqu'un, donc être sensible à la générosité, être sensible à la réussite, etc., qui sont au final... D'un coup, tu lui as ouvert le fait que beaucoup de l'avancée humaine n'est pas juste parce qu'il faut, ou parce que c'est l'ordre, ou parce que c'est... mais parce qu'en fait, on a une boussole interne qui est capable de ressentir le plaisir qu'il y a dans des choses qui sont aussi pas palpables, etc. Tout à fait. Ok, c'est intéressant. Et c'est vrai chez les adultes. Hein. Oui, mais ce que tu dis, il faut l'initier. Voilà, il faut l'initier à ça. Il y a d'innombrables, j'ai envie de dire, moyens dans la vie de tous les jours à lui faire prendre conscience de ce plaisir-là qui est celui qui vaut le plus le coup. Je dis souvent... Donne-moi un peu un exemple de... Comment tu mets le focus là-dessus? Je vais te donner 2 exemples. Ouais. Je vais te donner 2 exemples. Rav Yakovson, il raconte qu'une fois, il était avec son fils. Dans la voiture. Il lui a acheté une glace. Son fils ne veut pas rentrer à la maison. Il demande pourquoi. Il dit, je ne veux pas passer avec ma glace devant tel enfant parce que lui, il n'a jamais de glace. Ça ne se fait pas. Okay. Donc, je la mange dans la voiture, je te rejoins. Il dit, il n'y a jamais de glace. Peut-être ça vaut le coup de lui donner la glace. Oui, pourquoi pas? Il a souvent des glaces. Donc, il lui donne à cet enfant la glace. Ok, ça peut s'arrêter à l'histoire. Toi, tu te dis, j'ai éduqué mon enfant à donner à l'autre. Okay. C'est ce qu'on pense. Sauf qu'il n'a pas fait ça, Rav Yakovson. 4 heures après, il est venu le voir et il lui dit, alors, elle était bonne la glace? Il dit, papa, t'es tombé sur la tête. Quelle glace? Je l'ai donnée à l'autre. Ouais. Il dit, la glace que je t'ai achetée tout à l'heure. Il dit, mais tu te rappelles pas que je l'ai donnée au voisin? Il dit, ouais, alors, elle était bonne. Il dit, papa, c'était il y a 4 heures. Il dit, alors, elle était bonne? Mais papa, je l'ai donnée. Il dit, oui, bon, d'accord. Mais qu'est-ce que tu en as retiré? C'était un kiff de lui donner. Ah oui, ça lui a fait très plaisir parce qu'il en a jamais, lui. Et qu'est-ce que tu ressens là? Il dit, bah, ça m'a fait plaisir. Je lui ai donné, ça m'a fait plaisir. Il dit, et si tu l'avais mangé? Il dit, bah, si j'avais mangé, c'était il y a 4 heures. Qu'est-ce que tu veux que je me rappelle d'une glace que j'ai mangée il y a 4 heures? Il dit, ah, donc ça valait plus le coup de lui donner. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ah, pas toujours. Il a peur qu'on lui a... Mais c'est ça, en fait. C'est naturel. Il va dire, pas toujours parce qu'il a peur. Mais lui faire prendre conscience que le fait que tu lui as donné la glace, 4 heures après, t'as une conséquence de ça. Je pense que ce que tu as gagné en fait en faisant ça, c'est que sinon, la plupart des injonctions morales ou la plupart des choses sur lesquelles on cherche à éduquer les enfants... Elles sont dans le négatif. Elles sont soit dans le négatif, soit elles sont... c'est le devoir, c'est ce que la morale demande, ce que la Torah demande, etc. Et donc c'est quelque chose qui est vachement extérieur à toi. Ouais, et c'est même pas mon kiff. Non, ça doit être ton kiff. Arriver à moi, ok. On passe au point d'après, donc à notre 4e point.
qui est autour de ce qu'on appelait Dougma Ishit, c'est-à-dire... L'éducation par l'exemple. Par l'exemple, super. Alors, ça aussi, c'est un sujet, on va dire, qui est très populaire. Et comme tous les sujets populaires, ils sont très difficiles à appréhender, puisque tout le monde dit tout et n'importe quoi dessus. Et beaucoup de gens pensent que lorsqu'on se comporte bien, l'enfant, il voit un bon exemple. Et du coup, il apprend un bon exemple en tant que Dougma Ishit. Soit quelqu'un de bien, et au final, les enfants seront bien. Et ça, c'est, je pense, très, très, très réducteur. C'est pas faux dans l'idée. Évidemment que c'est pas faux dans l'idée. Mais c'est très réducteur. C'est pas suffisant. Alors, ouais, c'est pas suffisant. C'est-à-dire que, à part ça, c'est quoi l'exemple, en fait? L'exemple. En fait, les gens, ils se disent, ce qui est interdit à l'enfant, tu te l'interdis à toi. C'est faux, ça. C'est des bêtises. Ouais. Tu fais 20 000 trucs que tu interdis à l'enfant. Tu dis, va te coucher, toi, tu vas pas te coucher. De toutes les façons, tu n'es jamais dans un vrai Dougma Ishit. Comment tu veux éduquer un enfant à se coucher tôt par Dougma Ishit? Tu vas aller toi-même te coucher tôt. Comment tu veux l'éduquer à... En général, on dit plus ça sur les grandes valeurs. Ouais, tu veux faire, tu veux faire que ton enfant soit quelqu'un de valeur. C'est ça qui est déjà... qu'il faut bien comprendre, que Dougma Ishit n'existe que dans les valeurs. Pas du tout dans la technique. Il y a des gens qui imaginent que si tu te comportes bien, ton fils il se comporte bien. Ça n'existe pas. Dans les valeurs. L'éducation aux valeurs, oui. Mais je sais pas, les exemples que j'aime bien donner, parce que les gens ils disent tu peux pas interdire à l'enfant quelque chose que toi-même tu fais pas. Je dis mais on fait ça tous. Non, moi je fais rien que j'interdis à mes enfants. Ah bon, tu ouvres pas le gaz toi pour allumer l'huile pour les frites? Non, c'est pas pareil. Ah oui, non, c'est pas pareil. Tu joues avec ta clé de voiture? Ah oui, non, c'est pas pareil. Non, rien n'est pareil. Mais techniquement, évidemment que tu éduques pas techniquement par l'exemple. C'est que pour les valeurs, comme tu l'as dit. Ok, mais même là-dedans, il faut quand même mettre le focus là-dessus. Les Samen et Adava, bien que toi, tu montres quelque chose et que l'enfant ne voit pas ce que toi, tu montres. Il voit très souvent, toujours même, autre chose que ce que toi, tu montres. Et quand on parle de Dougma Ishit, d'éducation par l'exemple aux valeurs, donc, on ne peut parler de ça que si on arrive à savoir qu'est-ce que l'enfant voit de nos actions. Et très souvent, c'est différent ce qu'il voit et ce que nous, on veut lui montrer. Je vais te prendre un exemple. J'ai la possibilité, enfin, quelqu'un a la possibilité de gagner beaucoup d'argent dans une grosse boîte et de gagner sa vie, on va dire, très, très, très largement. Mais, parce qu'il y a des valeurs, il se dit, je suis aussi bon dans la direction d'équipe, et donc, il vaut mieux que j'utilise ma force, pas pour diriger une équipe dans le high-tech et gagner énormément d'argent, mais dans une association qui s'occupe, je sais pas, de repas pour les nécessiteux. Et je vais mettre mes forces là-dedans. Et donc, il est mévataire, en fait, il renonce à une vie matérielle, on va dire, très, très, très développée, avec beaucoup d'argent, pour se concentrer sur quelque chose qui a du sens pour lui. Et lui, il kiffe ça, parce qu'il a écouté le cours sur la Hana Rouhanit, et qu'il a décidé que ça le remplissait beaucoup plus. C'est un kiff beaucoup plus violent que d'avoir les moyens de partir dans un hôtel à Pessah. Et donc, il a donné sa vie sur ça. Mais l'enfant, lui, est-ce qu'il voit ça? Est-ce qu'il voit ce kiff du père? Pas forcément. Peut-être que oui, si tu partages avec l'enfant. Mais peut-être que lui, l'enfant, tout ce qu'il voit, c'est que tu es au téléphone avec des donateurs en train d'essayer de chercher de l'argent. Parce qu'il faut nourrir les gens qui sont nécessiteux. Et donc lui, il ressent, l'enfant, que qu'est-ce qui est important pour mon père? L'argent. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'il voit. Tu fais un don, Serfa, vite, je sais pas comment c'est chez vous, là, c'est Farba Inveshech, c'est ça? C'est Farba Inveshech. Ah, tu vois, je connais. L'enfant, c'est ça qu'il voit. Toi, tu essayes de montrer que tu as consacrer ta vie aux autres, parce que c'est ça les valeurs que tu veux lui inculquer. Et lui, qu'est-ce qu'il voit? L'argent. Il voit papa qui cherche de l'argent parce qu'il se dit c'est ça le plus important. Donc, il faut, l'éducation par exemple aux valeurs, oui, en mettant un grand panneau d'avertissement, attention, bip, 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 essaye de voir avec les yeux d'un enfant qu'est-ce que lui voit de ce que tu fais. Parce que j'aimerais donner un exemple peut-être qui est plus proche de nous tous, mais je pense que c'est...
on donne tous énormément d'énergie en général en journée dans notre vie professionnelle, etc. Et c'est là qu'on essaie d'apparaître sur le meilleur jour, sous notre meilleur jour. En général, on arrive à la maison le soir déjà avec les batteries très basses. Et donc, au final, ce qu'on propose de notre personnalité et c'est les enfants qui nous rechargent les batteries dès qu'on les voit, ça y est, on a de nouveau la pêche. Bien sûr, Raphaël. C'est-à-dire que en général, ce que eux vont voir, c'est notre moment où on va être fatigué ou en décompression, un truc, etc. Ce qui est pas forcément ce qu'on aimerait montrer. Donc il y a la problématique de l'exemple qu'on veut être, mais en fait, c'est qu'est-ce qu'on montre et qu'est-ce que l'enfant voit. Voilà. Mais ça, j'ai envie de dire, on est sensible à ça parce qu'on sait tous qu'on n'est pas le même au travail, en dehors de la maison et à la maison. Mais je veux dire, même admettons, quand tu es en vacances, tu n'es pas fatigué du travail et tout. Ouais. Sur quoi tu vas mettre le point en vacances? Est-ce que tu vas mettre le point en vacances sur un kiff matériel le plus développé possible? Ou aussi en vacances, tu vas trouver qui tu peux aider, tu vois? Ça veut dire que voir qu'est-ce que l'enfant voit de ce qui est important à mes yeux. Donc d'après ça, en fait, ce qu'il faut faire au niveau de l'action, c'est... ça peut être aussi pas mal par la parole. Ça peut être, parce qu'au final, l'enfant, il est pas avec moi en journée. Bien sûr. Donc ça, tu peux échanger sur ta journée, à quel point aujourd'hui au boulot c'était un kiff parce que y a quelqu'un qui était en galère dans sa maréchette, dans son truc, tu l'as aidé, et que finalement toute ta journée, tu racontes ça. Tu as eu 20 000 galères, et tu racontes le kiff que tu as eu à aider quelqu'un. Ça peut être ça. Qu'est-ce que l'enfant voit de ce que tu transmets? Voilà, c'est très différent entre c'est très différent de ce que tu montres. Ouais, exactement. Ok, j'entends. Super. On a une autre 4e clé. Passons à la 5e. Alors la 5e clé, elle va être plus orientée vers une éducation à la Torah, une éducation aux valeurs de la Torah. Parce que il y a, lorsque on a la Torah comme modèle de vie, un grand danger. C'est d'éduquer et d'utiliser, entre guillemets, c'est presque de la Meïla. Tu vois, c'est d'utiliser, Meïla, ça peut se traduire. Wow. C'est d'utiliser la Torah à des fins éducatives. Et ça, c'est très négatif. Si tu lèves un enfant le matin en lui disant « il faut se lever le matin parce qu'il faut aller à la tefila ». Ouais. Alors, tu crées une frustration sur la Torah. Ah, mais c'est pour ça qu'il faut se lever le matin. Non, c'est pas pour ça qu'il faut se lever le matin. Ouais. Rav Yaakov il raconte que son père, il le levait le matin, et lui c'était Vatikin, à 5h du mat, était debout. Et il le levait, il lui dit, on a une tradition dans la famille qu'on n'est pas des smartoutim. Ça se dit pas en français des serpillères, mais on a une tradition dans la famille qu'on est des mensch. Ouais. Et un mensch, il se lève le matin. Ouais. Donc, demain matin, tu te lèves. À ceux qui se lèvent ouais, si tu veux. Demain matin, tu te lèves. Ah, mais si je me lève pas, il n'y a pas, je me lève pas. Demain, tu te lèves. Mais il lui a jamais dit pour aller à la tefila. Ouais. Une fois que tu es debout, on va à la tefila. Mais il n'a pas habillé le fait qu'il faut se lever à cause de la tefila, parce qu'il ne veut pas que cette frustration, elle soit sur la Torah. C'est-à-dire que il lui dit, écoute, quelqu'un qui veut réussir dans la vie, peu importe dans quoi, tu veux être un médecin, ça n'existe pas que tu glandes le matin et que tu dormes. Tu veux être un médecin, tu dois aller bosser comme un malade tes cours. Tu veux réussir dans quoi que ce soit dans la vie, tu te lèves le matin. Donc pourquoi il faut se lever le matin? Parce qu'il faut réussir dans la vie. Ah, en plus de ça, on a la tefila, on va faire la tefila, super. C'est-à-dire que c'est le deuxième shlav. J'explique pourquoi il y a deux étapes. C'est-à-dire que si tu utilises la Torah pour amener l'enfant à faire quelque chose sur lequel tu aurais pu ne pas utiliser la Torah, tu as deux pertes, en fait, là-dedans, au passage. Première perte, c'est que la frustration, qui est inhérente, en fait, à la réalité de la vie, il faut se lever le matin. Elle est sur la Torah, et c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est que cette frustration, elle passe pas. Parce que dans la réalité de la vie, elle passe. C'est comme ça pour tout le monde, donc c'est comme ça. Mais si tu l'as habillé de Torah, les gens, ils se disent, j'ai qu'à pas respecter la Torah. Ouais. C'est-à-dire, je vais te donner un exemple avec on va supprimer le problème. C'est un truc qui m'avait marqué dans une des conférences. Il y a une dame qui m'a posé la question. Elle m'a dit, pour moi, Shabbat, enfin pour mes enfants, Shabbat, synonyme de quoi? Pas de dessin animé. On fait Shabbat, et les enfants, ils n'aiment pas Shabbat. Pourquoi ils n'aiment pas Shabbat? Parce qu'ils aiment les dessins animés.
Et Shabbat, c'est quoi? Pas de dessin animé. Donc c'est insupportable. Maman, quand ça se termine Shabbat? Maman, quand ça se termine Shabbat? Je dis, à ce problème-là, je vous trouve une solution en 3 minutes. Même pas. Mais c'est ultra simple. Je dis, est-ce que vous pensez vraiment que c'est bien pour les enfants de regarder des dessins animés tout le temps? Non. Alors, qu'est-ce que vous dites que Shabbat, on ne regarde pas les dessins animés parce que c'est Shabbat? Quelle idiotie d'utiliser la Torah pour ça. Alors, je dis, maintenant que vous avez déjà fait ça, je vais vous dire comment vous réparer. C'est très simple. Vous êtes convaincu que c'est pas bien pour les enfants de regarder en continu des dessins animés. Donc, vous êtes convaincu qu'il faut du temps où on s'arrête des dessins animés. Ok, alors décidez que le mardi et le samedi, il n'y a pas de dessin animé. Et ça qu'elle a fait, elle m'a dit, ça a changé l'organisation du Shabbat chez elle. Ça a changé l'ambiance du Shabbat. Ni le mardi. Ni le Shabbat, ni le mardi. Donc pourquoi on regarde pas Shabbat comme mardi? Parce qu'il y a des moments. Et elle a dit aux enfants, c'est pas bien de regarder trop de dessins animés. Donc j'ai décidé 2 jours dans la semaine, on regarde pas de dessins animés. Et tu dois t'y tenir comme Shabbat le mardi. Parce que si tu tiens pas comme Shabbat, parce que là on est crevé, alors il faut le remettre, t'as tout cassé. Donc le mardi, pas de dessin animé. Le Shabbat, pas de dessin animé. Pourquoi? Parce que c'est la réalité de la vie de ne pas regarder trop. Et donc, tu as gagné 2 trucs. La frustration, elle n'est pas sur Shabbat. Et la frustration, elles sont même plus frustrées parce que c'est comme ça la réalité. C'est comme ça. Il n'y a pas d'autre réalité. Quand il n'y a pas d'autre réalité, j'ai plus de frustration. Alors pour essayer de formaliser ça, c'est les fois où on peut déplacer la frustration sur une valeur générale et pas sur ce que la Torah propose. Toujours. Quasiment toujours. C'est intéressant parce que, et dans ce point-là, et dans le point finalement de ce qu'on a appelé Hana Rouchanit, donc c'est-à-dire le plaisir non sensoriel, en fait, dans les 2 cas, on voit dans cette conception-là du Rabbi Jacobson une volonté de faire en sorte que la Torah soit pas vécue comme quelque chose qui est extérieur, qui est qui vient d'en haut mais au contraire quelque chose qu'on est capable de ressentir de l'intérieur et sentir ce en quoi à la fois on s'identifie à ces valeurs-là, à la fois c'est même profitable, etc. Je vais voir si je suis capable de résumer les 5 clés. Pas les résumer, mais en tout cas dire les 5 noms et on les mettra quoi qu'il arrive en description de cet épisode-là. Tu m'aides. Le premier, c'était la différence entre Chinuch et Af'ala. Donc la différence entre éducation long terme et le fait de faire en sorte qu'à court terme, les choses fonctionnent. Le deuxième point, c'était sur la discipline et où, au sein de la discipline, on a à la fois parlé de la solidité de ce qui est dit, donner cette structure et cette cohérence d'un côté, et aussi le deuxième point que tu as dit au sein de la... C'est le lien avec la confiance en soi. C'est aller loin à quel point on a besoin de discipliner un enfant pour sa future vie d'adulte en tant que confiance en lui, qui puisse avoir confiance parce qu'il a grandi dans un environnement rassurant. Au sein de la discipline, il y a eu t'as mis l'accent aussi sur autre chose, qui est la place de l'explication des ordres. C'est-à-dire que l'ordre, c'est un ordre sans explication. L'explication viendra après. Exact. Mais d'abord, il faut que l'ordre existe en soi. Super. Donc ça, c'était le deuxième point qui était au sein de la discipline. Le troisième point qu'on a vu ensemble, c'est à propos de ce que tu as appelé la Hana Rouchanit, c'est-à-dire le plaisir non matériel, arriver à sensibiliser les enfants, mettre l'accent sur le fait qu'ils sont capables de sentir aussi des plaisirs qui viennent de la reconnaissance, de la réussite, etc. Et au final, ça leur ouvre d'un coup un monde qui est justement le monde de l'intériorité, le monde de faire en sorte que les valeurs ne soient pas juste quelque chose parce qu'il faut, mais parce que tout simplement c'est quelque chose qui est profitable aussi pour toi. Super, c'est le troisième point. Quatrième point, c'était la dimension d'exemple, mais que c'est pas suffisant d'être quelqu'un de bien, c'est ce que les enfants voient. Donc avoir le regard de comment l'enfant va interpréter et voir ce que tu aimais en fait. Et le cinquième point qu'on a vu ensemble, la cinquième clé qu'on a vue ensemble, c'est dans une éducation qui veut justement éduquer à des pratiques de Torah, faire attention de pas focaliser la frustration sur tu te lèves le matin parce que il faut aller à la tefila. Non, tu te lèves le matin parce qu'il faut être quelqu'un, et que quelqu'un qui réussit dans la vie, c'est quelqu'un qui se lève le matin, et comme ça la frustration n'est pas directement liée à cette histoire. On a 5 clés. Si j'avais tous les élèves aussi bons que toi. On a 5 clés, je pense, qui nous donnent un peu une vision de cette, à la fois de l'éducation de manière générale et de ce que le Rabbi Jacobson à travers toi peuvent apporter
apporter à l'éducation et ça donne envie d'en savoir plus. Donc voilà, il faudra trouver un moyen d'approfondir. Chaque fois que tu m'invites, je viens. D'approfondir ces sujets-là. On espère que ça enrichit notre manière de vivre, notre manière d'éduquer. Alors c'est vrai que Chauffard, on a un grand public jeune qui peut-être n'a pas encore d'enfants. L'éducation, ça commence avant d'avoir des enfants. N'a pas encore d'enfants, etc. Mais voilà, je pense que ça vaut le coup de déjà s'y former. Merci beaucoup, Rav Raphaël, d'avoir été avec nous. Merci, et on Gabriel. espère à très très vite. À très bientôt. Et merci à tous.